Après l'armistice de 1918, dans l'Allemagne vaincue, les soldats français giflent les civils amassés sur les trottoirs, humiliés et saignés par le traité de Versailles. Ils s'en donnent à cœur joie et s'accaparent la nourriture, le bois, le charbon. À Paris, comme dans toute la France, on chante et on trinque, tandis que dans l'Allemagne, aux frontières redessinées, chacun tente d'oublier la guerre absurde à laquelle il a obéi. Chômeurs, veuves, enfants, mutilés et soldats désœuvrés envahissent les rues en criant haut et fort que plus jamais un affairiste, un politicien ou un officier ne rejouera une pareille bataille. La révolution allemande est en marche, elle est vite écrasée. En 1919, Ernst Toller, jeune bourgeois pacifiste d'origine juive né en Prusse, participe à l'insurrection bavaroise avant d'être emprisonné. La même année, les leaders Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont assassinés. L'insurrection berlinoise et la République des conseils de Munich sont réprimées dans le sang. Engagé volontaire, Toller a combattu sur le front de l'Ouest un peu plus d'1 an. Voilà bien la guerre, dans toute sa brutale nudité. Guillaume II l'a qualifiée de bain d'acier, les professeurs allemands disent qu'elle réveille les forces morales et la conscience du peuple. Dans son livre « Une jeunesse en Allemagne », dont il rédige la préface en 1933, le jour où l'on a brûlé mes livres, il raconte son engagement, cherche à expliquer la subite accession d'Hitler au pouvoir en rappelant certains événements majeurs des années 1918 et 1919. Son livre s'en prend aux responsables de l'effondrement, républicains, révolutionnaires, syndicalistes, politiciens et économistes, qui tous ont nourri le peuple d'espoir et de promesses. Voilà bien le révolutionnaire allemand, débonnaire et inconscient, assis là en train d'additionner des chiffres et de contrôler des réserves, afin que tout soit en ordre quand il sera fusillé. Toller n'épargne pas les écrivains qui se sont créés une image romanesque du prolétaire pour finalement s'en désintéresser. Mais lui-même ne se défile pas. Nous avons échoué, tous. Tous ont commis des fautes, tous sont coupables, tous ont fait preuve d'insuffisance. Les communistes tout autant que les socialistes indépendants. Notre engagement a été vain, le dévouement inutile. Les travailleurs nous ont fait confiance. Comment pouvons-nous maintenant assumer nos responsabilités vis-à-vis d'eux ? En 1933, déchu de sa citoyenneté, il quitte l'Allemagne pour Londres, puis New York, où il se pend dans sa chambre d'hôtel le 22 mai 1939. C'est parce que les intellectuels n'ont pas su parler au peuple que celui-ci a succombé au fascisme. Ils ont laissé la place aux démagogues et aux journalistes. Les intellectuels ne parlent qu'aux intellectuels, et à quelques politiciens qui leur donnent l'illusion d'avoir un mot à dire. Mais le peuple n'a que faire de leur lubie, il est un être opaque, une pulsation sourde qui bat à son propre rythme, s'interrompt soudain pour exploser avant de revenir à son battement. C'est toujours lui qui bat la mesure, le peuple, cette indicible entité qui résiste à toute définition, cette masse qui s'exalte dans la guerre et agonise dans la paix, qui semble parfois réclamer la vérité, voire incarner la sagesse populaire, juste avant d'acclamer le pire. Le peuple est incompréhensible. Mais nous sommes tous le peuple et, en même temps, le peuple n'est pas nous. Il est un corps étranger. Les intellectuels ne font pas partie du peuple puisqu'ils sont des intellectuels. Ils n'en sont pas l'élite car ils ne le gouvernent pas, ne l'influencent pas. Qui est le peuple ? Le peuple n'aime pas les pommes de terre, elles apportent la lèpre. Il faut que le roi de France lui-même consente à porter une fleur de patate sur sa couronne pour que le peuple mange enfin des pommes de terre. Le peuple allemand aime Adolf Hitler, d'un amour sincère et irrésistible. Le peuple italien aime Benito Mussolini, d'autant d'amour. Les peuples savent aimer leurs tyrans et se font eux-mêmes tyranniques. Les intellectuels qui se réclament du peuple voudraient être aussi tyranniques que lui. Ils sont prêts à collaborer avec le premier tyran venu. Qui sait si un Reich millénaire ne reviendra pas un jour, à Berlin ou ailleurs, lorsque le peuple réclamera une nouvelle folie ? Tous les intellectuels du monde pourront bien se donner la main, ils n'y changeront rien.
Même les intellectuels au service du fascisme ne servent à rien. On n'a jamais tué personne avec des mots. Walter Benjamin a un geste très émouvant. En 1936, sous le pseudonyme de Detlef Holtz, il fait paraître en Suisse 25 lettres d'Allemands qui rappellent à ses yeux la véritable culture germanique. Le livre a pour titre Deutsche Menschen, gens allemands. Il voudrait ainsi, par la qualité de la langue et des sentiments des correspondants, sauver l'esprit de son pays qui se précipite à sa perte. Adorno admet dans sa postface « Le livre parvint sans encombre en Allemagne où il n'eut, politiquement, aucun effet. Ceux qui lisaient une littérature de cette sorte étaient de toute manière des adversaires du régime, et augmenter leur nombre n'était pas une tâche facile. Tout comme nous, les autres immigrés, Benjamin se berçait de l'illusion que l'intelligence et la ruse viendraient au bout d'un pouvoir qui n'accordait à l'esprit aucune autonomie, le considérait comme un simple moyen avec lequel nulle confrontation n'était à craindre. L'esprit peut à peine concevoir l'idée de sa propre élimination. Il y a pire que celui qui fait travailler les autres, celui qui parle de la libération des travailleurs, n'ayant aucune conscience du travail, ni de la fameuse aliénation qui a fait discourir tant de sauveurs d'humanité, à commencer par Karl Marx. Néanmoins, Marx s'est adressé en personne aux ouvriers et n'a pas ménagé sa peine, le soir, dans les cercles de travailleurs. Et puis, il a payé chaque ligne au prix de douloureuses inflammations au postérieur. Quoi qu'il advienne, tant qu'elle vivra, la bourgeoisie se souviendra de mes furoncles. Walter Benjamin n'a jamais travaillé de ses mains. Il est l'archétype de l'enfant bourgeois de bonne famille, qui s'éprend niaisement de la classe ouvrière. Mieux, il pense que sa libération à lui ne peut s'accomplir que par la libération du prolétariat. Mais Benjamin ne connaît rien aux prolétaires. Il parle le jargon des intellectuels marxistes et trahit sa propre classe sociale en l'agressant idéologiquement par le biais de l'écriture. C'est en tant qu'écrivain qu'il condamne la pensée bourgeoise, la sienne. Mais d'où parle-t-il ? Il n'est ni riche ni pauvre, même s'il vit dans l'angoisse permanente de ne plus avoir de revenus. Il s'est brouillé avec sa famille, il a rompu avec les institutions militaires et universitaires. Il est une sorte de mercenaire de la plume qui vit de traductions et de contributions à des journaux. Il vit aussi du commerce des livres, car il est bibliophile. Aimable vice qui lui vient probablement de son père, devenu marchand d'antiquités. Et son argent, il le claque au jeu. Quand Hitler arrive au pouvoir, Benjamin ne mesure pas tout de suite ce que prépare la dictature. Comme nombre d'intellectuels, il mise sur un effondrement rapide du régime. Dans un premier temps, il se montre presque serein face aux événements. Mais les événements se précipitent et, même s'il est difficile de disposer d'informations fiables, au mois de mars 1933, il lui paraît hors de doute qu'en de très nombreux cas, des gens ont été tirés la nuit de leur lit et maltraités ou assassinés. En 1928, au cours d'un entretien avec André Gide, Benjamin compare la pensée de celui-ci à une fortification, aussi insaisissable dans sa construction, pleine d'enceintes isolées et de bastions agressifs, avant tout aussi rigoureuse dans la forme et aussi parfaite dans la construction de sa finalité dialectique. Portrait en miroir ? Gide cite cette phrase de Bougainville. « Lorsque nous quittâmes l'île, nous l'appelâmes île du salut. » Il ajoute « Ce n'est qu'en quittant une chose que nous la nommons. » Mardi matin, 19 avril 1932. Après une nuit de traversée, le Ciudad de Valencia, qui assure la liaison entre Barcelone et Ibiza, se range sur le quai. Benjamin débarque d'une cabine de 3e classe. Il s'avance lentement, lourdement vers l'ami qui l'attend sur le port. Félix Noguerat et lui se sont connus 15 ans plus tôt à Munich, où ils ont suivi des cours sur les Mayas et les Aztèques avec Rainer Maria Rilke. Venant de Berlin, Noguerat s'est expatrié dans la baie de San Antonio, à une quinzaine de kilomètres d'Ibiza, en compagnie de la belle Marietta, sa 3e femme, de son fils Hans Jacob, philologue, et de sa bru. Docteur en philosophie,
Passionné d'histoire, de théologie, de mathématiques et de linguistique, Noguerat jouit de la profonde admiration de Benjamin, qui n'hésite pas à le qualifier de génie, lui-même étant le génie de Noguerat. Mais à peine les deux génies se retrouvent-ils qu'ils apprennent qu'un même escroc les a possédés, louant à Noguerat une maison sur l'île sans en être le propriétaire et occupant l'appartement de Benjamin à Berlin sans régler le loyer. Hormis l'embarras financier, Benjamin s'inquiète pour ses manuscrits que l'homme pourrait avoir emportés dans sa fuite. Il hésite à regagner Berlin, mais la perspective des festivités nationales-socialistes le retient. À Ibiza, Benjamin vit d'abord dans la maison des Noguerat. La journée, il tente de fuir la promiscuité et les bavardages pour se perdre dans l'ancienne beauté de la solitude de la région. Il se lève à 6 ou 7 heures, se baigne dans la mer, les yeux perdus dans l'horizon, puis il se cache dans les buissons de la forêt. Il lit, griffonne ou prend le soleil, assis contre un tronc d'arbre, passe les longues journées privées de presque tout, lumière électrique et beurre, alcools et eau courante, flirt et lecture de journaux. Vers 2 heures, il retourne déjeuner chez ses hôtes, joue aux cartes et aux dominos avant d'aller traîner au café. À 9 heures du soir, 10h30 au plus tard, il regagne sa chambre qu'il partage avec 300 mouches, et se plonge dans un livre. Que lit-il ? Par exemple l'autobiographie de Trotsky, qui lui coupe le souffle. Par la suite, il habite une petite maison pour lui seul, prend 3 repas par jour d'une cuisine du terroir qu'il paye 1,80 marks. L'île d'Ibiza, Eivissa, dans l'archipel espagnol des Baléares, est encore un témoin intact d'une antiquité vivante, sans ruines ni vestiges. Fille de Carthage et des morts, elle a longtemps conservé son patrimoine phénicien, romain et arabe, malgré la prédominance espagnole. C'est la plus africaine des îles de l'archipel. On y fabrique encore des poteries et des figurations d'Ishtar, la déesse colombe, et de Baal, le dieu bélier, tel qu'il y a 2000 ans. Sur l'horloge de la cathédrale d'Ibiza, il y a une inscription « Ultima multis », pour beaucoup, la dernière. Cette sentence impressionne Benjamin. Le costume des femmes se présente comme un corsage à manches longues recouvert d'un châle, d'une jupe de soie brochée, plissée dans le dos, tombant jusqu'aux chevilles, protégée par un tablier. Si la jupe semble si ample, c'est qu'elle recouvre pas moins d'une dizaine de jupons superposés. Albert Camus, de passage sur l'île, a noté « Si le langage de ces pays s'accordait à ce qui résonnait profondément en moi, ce n'est pas parce qu'il répondait à mes questions, mais parce qu'il les rendait inutiles. » Dans cette île de l'oubli, les habitants ont eux-mêmes conçu et bâti leurs maisons comme des palais paysans, hérités d'une architecture de l'ancienne Égypte. Benjamin est ébloui par cette architecture sans architecte, par cette sobriété et par la relation qu'entretiennent les Ibisenkos avec le paysage. Dans ces habitations vernaculaires, le blanc resplendissant des murs, même dans l'ombre, saute aux yeux. Et dans la pièce principale sont toujours disposées des chaises d'une bouleversante simplicité. Elles ont beaucoup à dire. Immobile depuis des siècles, ignorée du reste de l'Europe, Ibiza devient, dès les années 30, un centre d'intérêt pour les voyageurs et un lieu de refuge. Mais en 1932, elle est encore épargnée par le commerce international et la modernité. Le confort n'existe pas. Benjamin ne s'en plaint pas. Pour l'heure, il jouit d'une certaine insouciance que favorise la splendeur du paysage, le plus intact qu'il ait connu. L'agriculture et l'élevage sont restés archaïques. Il est impossible de trouver plus de 4 vaches sur l'île, parce que les paysans restent attachés à l'économie traditionnelle avec chèvres. On ne voit pas l'ombre d'une machine agricole et l'irrigation des champs se fait comme il y a des siècles par des roues à godets actionnées par des mulets. Depuis sa chambre, il a vue sur la mer et sur une île rocheuse dont la lumière du phare l'éclaire la nuit. On peut malheureusement redouter qu'un hôtel en construction sur le port ne mette fin à tout cela. Lors de ce premier séjour,
il se lie avec Olga Parem. Ensemble, ils entreprennent d'explorer l'île et font de longues excursions à pied et en bateau. Mais dès l'instant où il la demande en mariage, elle le quitte. 4 mois après son arrivée, Benjamin repart pour la France, en passant par Majorque. Il atteint Nice le 22 juillet et prend une chambre à l'hôtel du Petit Parc. Profondément fatigué, peut-être abattu par sa rupture avec Olga, il décide brusquement de se donner la mort. Il rédige un testament, envoie des lettres d'adieu à ses proches, mais il ne passe pas à l'acte, sans plus d'explication. Benjamin est maintenant persuadé que la victoire du nazisme est imminente et qu'elle annonce une nouvelle guerre mondiale. Dès 1926, son ami de jeunesse, Gershom Scholem, avait fait le choix de quitter l'Allemagne pour étudier la mystique juive en Palestine avant de l'enseigner à l'université naissante de Jérusalem. En vain, il tente de convaincre Benjamin de le rejoindre. Il lui propose un poste de professeur, mais pour des motifs divers, durant 20 ans, Benjamin diffère son émigration. Il reste néanmoins très inspiré par le judaïsme, une mystique qu'il se plaît à associer avec son propre héritage romantique. C'est grâce à des anges purement juifs que je fais monter au ciel mon Baudelaire chrétien. Non seulement il hésite entre assimilation et judaïsme, mais aussi entre sionisme et marxisme. Il faut préciser, comme le souligne Hannah Arendt, que la fameuse question juive, exacerbée depuis au moins la fin du XIXe, est une controverse récurrente dans l'Europe centrale germanophone, une controverse pourtant réservée à l'intelligentsia, puisque la moitié de la communauté s'en désintéresse. Les remarques acerbes et provocantes contre le judaïsme sont courantes chez des écrivains juifs, Otto Weininger, Karl Kraus, Franz Kafka. L'intellectuel sioniste Kurt Blumenfeld publie en 1912 un texte polémique notoire sur le rapport entre les juifs et la culture allemande. Ce pamphlet, intitulé « Le Parnasse judéo-allemand », fait une forte impression sur Benjamin. À cette époque, le sionisme, tout comme le communisme, sert souvent de prétexte aux fils pour se rebeller contre leur père, et ces derniers, lorsqu'ils réussissent dans les affaires, rêvent que leurs fils se rapprochent de leur culture ancienne, du Talmud ou de la Torah, afin de ne pas s'abaisser à travailler pour gagner sa vie. Les rapports entre Benjamin et son père sont au moins aussi conflictuels que chez Kafka. Ce dernier qualifiait l'esprit des Juifs riches de mesquin, sordide et faux. Benjamin ne montrera d'égard que pour les Juifs convenables, ceux qui ne font pas de l'argent. Dans son texte, Agesilaos Santander, il écrit « Quand je naquis, il vint à l'idée de mes parents que peut-être je pourrais devenir écrivain. Qu'il en soit ainsi, se dirent-ils, mais il serait bon que tout le monde ne remarque pas d'emblée que je suis juif. C'est pourquoi, en plus de mon prénom usuel, ils m'en donnèrent 2 autres, assez rares, qui ne laissaient pas voir que c'était un juif qui les portait. »